C'est l'hebdo aussi, retour sur la colère planétaire, la question du racisme qui n'en finit pas d'être posée, notamment en France après la mort de George Floyd, une mobilisation sans précédent, des manifestations et un combat qui s'en prend aussi à des symboles, notamment des statues, des noms de rues, symbole d'un passé qui ne passe pas, celui de la colonisation et de l'esclavage, et un débat qui s'enflamme, toutes les images dans l'émission et le décryptage de Jean-Michel. Et on continuera à le suivre, la question du racisme elle est posée 40 ans après le racisme, toujours d'actualité, avec cette semaine des images assez fortes, des images incroyables de la chute de symboles, des statues. Essentiellement des statues de personnages historiques dont les noms sont liés à la colonisation, à l'esclavagisme, à l'oppression blanche, comme le disent certains, et je mets l'expression entre guillemets. Il y a aussi des œuvres comme le film le plus vu de l'histoire du cinéma, Autant en emporte le vent, film qui se retrouve, Émilie, au cœur d'une polémique, et on a entendu des voix hurler à la censure alors qu'il n'a jamais été question de ça. Oui, film aux 10 Oscars qui a fait beaucoup de pubs d'ailleurs à la nouvelle plateforme de streaming HBO Max dès son lancement parce que la plateforme voulait mettre à son catalogue ce film, mais finalement elle l'a écarté à cause de ses préjugés racistes. La plateforme qui compte le remettre en ligne cette fois avec une recontextualisation pour restituer l'œuvre dans son époque. C'est la solution en tout cas qui a été trouvée pour mettre fin au débat enflammé que cela a suscité, parce que c'est vrai que l'histoire d'amour entre Scarlett O'Hara et Red Butler se passe dans un décor romantique du sud des États-Unis où l'on voit les esclaves, des noirs, traités comme des employés de maison qui feraient presque partie de la famille, très contents de leur sort finalement, une vision qualifiée par des historiens de révisionnistes. Alors est-ce que c'est ça la solution? Est-ce qu'il faut recontextualiser, expliquer, mettre peut-être un petit astérique pour lire les mentions historiques plutôt que de le retirer, voire de les détruire? Alors il y a un film et puis il y a ce phénomène de statues déboulonnées un peu partout dans le monde, en tout cas des deux côtés de l'Atlantique. Ce sont les images marquantes de la semaine, suite plus ou moins surprenante de la colère suscitée après la mort de George Floyd. Ces statues qui tombent de leur piédestal, expression à prendre au sens figuré comme au sens propre, statues déboulonnées avec force par une population en colère, mais finalement ça a commencé très calmement et plutôt officiellement par ça. We have two pandemics in this country. COVID-19 and racism. One is 6 months old, the other 400 years old. And as the events of the last months and the last 2 weeks have made painfully clear, both are lethal, especially for black and brown people. Il s'appelle Levar Stoney, il est le maire afro-américain de Richmond aux États-Unis et c'est lui qui a officiellement annoncé le déboulonnement de la statue du général Lee, installée en plein cœur de la ville depuis 1890. Le maire renonce donc là à son monument le plus célèbre, mais aussi le plus controversé. Robert Lee, commandant en chef des États confédérés, était opposé à l'abolition de l'esclavage. Nous avons deux pandémies dans ce pays, le Covid-19 et le racisme. L'une a seulement 6 mois, la seconde 400 ans. Il est temps de guérir, un discours qui a clairement trouvé écho dans d'autres villes et dans d'autres pays. Après le général Lee aux États-Unis, c'est la statue de Christophe Colomb qui a été mise à terre dans le Minnesota. Elle a été décapitée à Boston, elle a été jetée à l'eau en Virginie. Le découvreur de l'Amérique étant aussi considéré comme l'une des figures du génocide des Amérindiens et des indigènes. Image répétée en Belgique. Là, c'est la statue de l'ex-roi Léopold II qui a été vandalisée. Pour la petite histoire, le roi Léopold II s'était accaparé tout un pays, le Congo. Il y avait mis la grande histoire, vous avez raison. Il y avait mis en place le travail forcé et cela avait fait des millions de victimes. En Angleterre aussi, mêmes images, avec cette fois la statue d'Edward Colston, marchand d'esclaves britannique du XVIIe siècle, déboulonné puis jeté à l'eau à Bristol. Plusieurs autres statues sont menacées. En fait, il y a même toute une liste de statues qui ont été répertoriées comme donc racistes sur un site officiel. On peut même y ajouter sa statue raciste si vous en connaissez une. La statue de Winston Churchill n'y est pas répertoriée. Pourtant, elle est aussi visée par les manifestants. Dans le célèbre parc du Parliament Square à Londres, elle a même été taguée par un raciste qui a depuis été effacé. En France aussi, il y a une statue qui pose problème, c'est celle de Colbert qui trône devant l'Assemblée nationale parce que Colbert est vu par certains, oui, comme le ministre qui a permis à Louis XIV de donner sa puissance à la France grâce à sa méthode, à son dirigisme efficace, mais par d'autres, eh bien d'autres ne voient en lui que la mise en place du code noir et de l'organisation de l'esclavage et c'est tout le problème. Quel tri faut-il faire ?
Que faut-il retenir des personnages de notre histoire? Sur France Inter, Thomas Legrand le disait, le faisait très justement remarquer, il n'y a aucune statue de Pétain en France parce que ce n'est pas le côté glorieux du dirigeant, mais bien le côté sombre qu'on a choisi de retenir. Et depuis des années aussi, et c'est un sujet qui vous tient à cœur, Jean-Michel, des polémiques sur des noms de rues. Oui, polémique relancée cette semaine avec un papier par exemple de Libération. Faut-il rebaptiser le nom de certaines rues? Vous-même, Jean-Michel, quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu que vous aviez dénoncé l'existence de l'avenue Bugeaud, le général Bugeaud, à qui on peut attribuer bien sûr les massacres en Algérie. Alors est-ce que c'est... Pas des massacres. Bugeaud a fait enfermer des femmes, des hommes et des enfants, combattants ou pas, dans des grottes, le feu devant la grotte et tout le monde meurt asphyxié. Bugeaud a inventé, alors Napoléon avait un peu fait ça en Espagne, enfin il a inventé les chambres à gaz. Et il a une rue, un problème. Et vous avez interpellé d'ailleurs la maire de Paris, tous les candidats à la mairie de Paris. Personne ne répond, mais tout le monde s'en fout. Personne ne répond. Très bien. Mais Bugeaud, quand même, parce que, par exemple, on peut dire de Colbert, moi je ne le dis pas, hein, on peut dire de Colbert qu'il y a un anachronisme, on revisite ça avec nos valeurs d'aujourd'hui, patati patata. Mais Bugeaud, il fait ça en 1845, en Algérie, c'est la fin de la conquête d'Algérie. C'est une conquête qui a été terriblement sanglante. On a brûlé des villages, on a tué des gens, c'est une épouvante. On n'en parle pas beaucoup, hein. Bugeaud, il raffine un peu, il enferme les gens dans les grottes. À l'époque, débat à la Chambre. Le maréchal Soult, qui est ministre de la Défense, se désolidarise de Bugeaud. Il y a des articles dans la presse française et européenne. Tout le monde est scandalisé. Et puis en 1865, c'est le Second Empire, on lui donne une avenue. On réaménage la place Dauphine, on creuse l'avenue Bugeaud qui va rallier la place Victor Hugo et l'avenue... Dans le 16e arrondissement de Paris. Et on lui donne le nom de Bugeaud. Bon. C'est le Second Empire qui fait ça parce qu'il y a des solidarités militaires. Mais la mairie de Paris aujourd'hui, elle ne pourrait pas regarder cette histoire. Bugeaud est un salopard. Il a inventé les chambres à gaz. Et il a une avenue à Paris. Eh bien, vous dites ça, mais tout le monde s'en fout. Alors, bien sûr que ça suscite de la colère après, chez les gens qui sont les descendants de toute cette histoire douloureuse. Parce qu'aujourd'hui, le visage que nous montrons, c'est le visage d'un égoïsme total. C'est du passé, allez vous faire voir. Les vainqueurs ont écrit l'histoire. Mais quand les vaincus, aujourd'hui, demandent aux vainqueurs comment vous avez écrit l'histoire, on ne peut pas leur dire d'aller se faire voir. Il faut être capable de leur répondre. Et sur Bugeaud, on pourrait parler d'autres personnages, hein, mais sur Bugeaud, personne n'a de réponse. Parce que cette histoire, elle n'est pas neuve, et c'est vrai que Colbert, c'est à la fois le grand ministre déjà obsédé par la question de la dette, comme vous, Jean-Michel, et c'est lui qui a écrit le Code noir. Mais regardez par exemple ces images, vous devez vous en souvenir, c'était au tout début, aux premières heures du quinquennat de François Hollande, on est en 2012, et le président qui vient d'être élu va rendre hommage à Jules Ferry. Écoutez bien. Tout exemple connaît des limites. Toute grandeur a ses faiblesses. Et tout homme est faillible. Et en saluant aujourd'hui la mémoire de Jules Ferry, qui fut un grand ministre de l'instruction publique, je n'ignore rien de ses égarements politiques. Sa défense de la colonisation fut une faute morale et politique. Jules Ferry, cas d'école, immense personnage de la République, et d'un autre côté, un raciste au sens strict et biologique. Il pensait qu'il y avait des races supérieures et des races inférieures. Il l'a même dit à l'Assemblée, et il l'a d'ailleurs justifié comme ça, la colonisation. Et on a retenu de Jules Ferry uniquement, dans la mémoire collective, son travail pour l'instruction publique et l'intervention de François Hollande. Mais parce que cette recontextualisation, elle est hyper rare, on l'entend très rare, rarement. Absolument, absolument. Et au moment où beaucoup à travers le monde dénoncent le racisme, pour d'autres, le vrai problème, c'est assez paradoxal, c'est l'antiracisme. Oui, les antiracistes, ce sont ceux qui se démarquent, voire qui s'opposent à la contestation actuelle. Deux exemples à vous donner. Le premier, c'est Alain Finkielkraut, entretien accordé au Figaro jeudi dernier. L'écrivain voit d'abord dans ce qui se passe en France ce qu'il appelle une frénésie mimétique. Rien de commun, dit-il, entre la mort de George Floyd aux États-Unis et la situation en France. Ensuite, il dit constater le déploiement d'un nouvel antiracisme, un mouvement qui tient, dit-il, à déconstruire l'hégémonie occidentale dans les pays occidentaux eux-mêmes, plutôt qu'à promouvoir l'égale dignité des personnes. Il parle aussi de la notion de privilège blanc, c'est une expression qu'on a souvent entendue ces derniers jours. Il estime que c'est une forme, lui, d'autoracisme, que les Blancs se détestent au point donc de s'accuser de... Ça, moi, je l'avais jamais entendu. L'autoracisme, c'est
assez élaboré quand même comme concept. Bon, en tout cas, c'est un concept à retenir. Être blanc n'est pas un privilège, dit Alain Finkielkraut. C'est ce que pense aussi une femme de retour dans le débat public après plusieurs mois d'absence. C'est Marion Maréchal, ancienne députée Rassemblement National et aujourd'hui directrice d'une école de sciences sociales et politiques. Et c'est le second exemple. Vidéo jeudi sur sa page Facebook. Je considère que je n'ai pas à m'excuser en tant que blanche et en tant que française. Vous voyez à quoi on en est réduit en devant se positionner de la sorte. Je n'ai pas à m'excuser pour la mort d'un Afro-Américain aux États-Unis. Voilà, Marion Maréchal qui n'a pas à s'excuser, dit-elle. Mais qui lui a demandé de s'excuser? C'est une question qu'on peut se poser, effectivement. Des propos complétés vendredi matin sur CNews. Je pense que tout le monde est tétanisé. Je vous le dis comme je le pense, parce que ce sujet est extrêmement sensible, parce que dès qu'on parle du racialisme, évidemment, il y a la pente glissante de la colonisation, de l'esclavage, de la repentance, des tensions raciales, et donc tout le monde est tétanisé. Et j'ai la liberté aujourd'hui, moi, de ne pas être dans le jeu électoral, et donc j'ai, je pense, cette liberté de parole qui fait que j'ai pu dire spontanément ce que je pensais, et qui, je crois, est largement partagée par les Français. Alors, tout le monde est tétanisé, sauf Jean-Michel, sauf Marion Maréchal. Alors c'est très intéressant parce que c'est elle qui est tétanisée. Écoutez bien ces mots. Elle dit tout le monde est tétanisé à cause de la pente glissante du colonialisme et du racisme. Précisément, s'il y a quelqu'un qui est tétanisé, c'est elle parce qu'elle ne veut pas glisser sur la pente du colonialisme. En France, dans les pays occidentaux en général, nous n'avons pas collectivement, dans la culture populaire, de regard sur la colonisation. Nous ne savons pas ce qui s'est passé, nous n'avons pas débattu de cette question. Dès que la question algérienne a été terminée, en avril 62, nous n'avons plus parlé de rien. Et c'est pour ça qu'elle dit « je ne vais pas m'excuser d'être descendant de colons ». D'être blanc, d'être français, je ne vais pas m'en excuser. C'est un discours qui ne vaut que par la psychanalyse qu'on peut en faire. Parce que vraiment, cette intervention de Marion Maréchal Le Pen, à bien des égards, est fascinante. Mais c'est une position qui est populaire. Il est certain qu'en France, quand elle dit « je ne vais pas m'excuser d'être blanche », beaucoup de gens ressentent comme une agression ce que ceux qui ont la peau noire nous demandent comme compte aujourd'hui. Et donc son discours est populaire. Et c'est ça qui est le danger, il est là. Ça peut donner, nourrir des offres politiques. Tout ça, on peut le retrouver au moment où nous irons tous aux urnes. Nous ne maîtrisons pas ce débat. L'interview de Finkielkraut que vous avez citée est une interview assez équilibré. Il y a des choses très intéressantes dans cette interview, mais c'est vrai qu'il y a la pente antiraciste. Vous savez, la haine de soi, Éric Zemmour en parle depuis des décennies. Et il est en train, c'est le grand vainqueur de la période, parce que derrière Marion Maréchal Le Pen, il y a quand même l'idéologie Zemmour. Il est le grand vainqueur de la période parce que tous les thèmes qu'il mettait en avant pour protéger l'homme blanc sont des thèmes qui, aujourd'hui, de manière très curieuse, après l'assassinat de Floyd aux États-Unis, sont des thèmes que nous sommes en train de nous approprier, ou que nous retrouvons dans le débat, et que nous sommes en train de nous approprier les uns après les autres. Et il est assez stupéfiant de voir que les gens qui disent qu'on n'a pas à s'excuser d'être blanc peuvent avoir plus d'écoute que les gens qui disent « ça fait des années que je souffre du racisme ». Merci Jean-Michel. Merci David Perrotin d'avoir été